Alors voilà, donc je vous présente Virginie, je vais la laisser se présenter, parce que je pense que ça ne pas mieux que moi. Bon, bah, coucou tout le monde. Donc, moi, c'est Virginie. J'ai bientôt 33 ans. Je suis maman de deux petits bouts de 8 ans et 5 ans. Et comme Diane a pu vous le dire, donc, je suis atteinte d'algie vasculaire de la phase depuis 15 ans maintenant. Et j'ai été diagnostiquée il y a 12 ans. Donc, je suis assez chanceuse au final d'avoir eu un diagnostic aussi rapide, parce que 3 ans, il faut le dire, c'est relativement rapide comparé à d'autres. Et donc voilà, donc merci à toi Diane de m'avoir invité pour ce live et puis bah, j'espère que ça sera utile à d'autres personnes. Alors, c'est toujours utile, de toute façon, on le voit, les lives, c'est utile déjà souvent pour la personne qui le fait et c'est utile aussi pour toutes les personnes qui le regardent, même pour les personnes qui ne sont pas atteintes en fait. Parce que le bouche à oreille et puis voilà. Donc souvent ça l'est en tout cas. Donc bon bah on va t'écouter. Tu peux commencer de toute façon au tout début de ton parcours. Je veux Euh, écouter en fait. Vas-y. ok, alors c'est parti. Alors je pense que si on a un point commun, nous tous les malades, c'est que je pense qu'on se souvient toujours de la première crise qu'on a eue. Donc cette fameuse première crise où on se demande ce qui nous tombe dessus, où bah, clairement on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. On ne sait pas ce qui arrive, on a l'impression qu'on va mourir, hein, clairement, parce que la douleur est tellement prenante et tellement forte qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc bah c'est tout. On pense que c'est une crise comme ça, un mal de tête qui survient, et puis au final on se rend compte que bah, le lendemain c'est reparti, la même chose, des douleurs de fond constantes, des crises qui arrivent comme ça n'importe quand. Et puis bah, on consulte hein, parce qu'au final on se demande ce qui se passe. Et alors j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui me suivait depuis que j'étais toute petite et qui m'a prise au sérieux en fait quand j'étais le voir. Alors bien sûr, la première intention, c'est on pense à la migraine, forcément, c'est quelque chose qui est relativement connu, donc c'est les premiers traitements qu'on tente. Donc là, c'est vrai que j'ai eu, je pense qu'en tout, j'ai testé une dizaine de traitements pour la migraine, qui Alors, forcément. je te coupe juste 2 secondes. Est-ce que tu peux décrire les symptômes que tu as eus lors de ta première crise au niveau de la tête? Alors ben c'était c'est toujours ce qui revient, donc cette sensation de poignard dans l'œil. On a l'impression que l'œil va sortir de son orbite tellement ça fait mal. Toute la face du visage qui est complètement touchée, ça fait mal quand on bouge quand on essaye de parler. Enfin vraiment une sensation de brûlure vraiment dans toute cette partie de la tête. L'oreille également qui est touchée. L'arrière de la tête, la nuque aussi. Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, les crises, elles se manifestent aussi comme ça. Alors, le nez qui se bouche, ça c'est un des signes précurseurs de la crise pour moi. Forcément, j'ai la narine qui est bouchée, l'œil qui commence à pleurer tout seul. Donc voilà. Et puis la douleur monte très très vite en fait. C'est ça qui est assez impressionnant avec l'algie vasculaire de la face, c'est qu'en fait on n'a pas le temps de voir la douleur arriver. Ça nous prend vraiment comme ça d'un coup. Ce qui a Et la été durée? alors la durée, pour ma part, j'ai dans le meilleur des cas les crises vont durer 45 minutes, sachant que j'ai des crises qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Donc voilà, sachant que donc maintenant je suis chronique depuis maintenant 4 ans et donc ça veut dire des crises tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très prenant et il faut vraiment apprendre à vivre avec parce que c'est un frein dans la vie quotidienne. Il faut tout adapter en fait en fonction de cette maladie. Ouais. Donc là, depuis quand tu es chronique? C'est ça que tu disais? Alors, dans un premier temps, j'ai été épisodique, donc avec des périodes de crise qui duraient de 2 à 3 mois. Alors, c'était au changement de saison, donc plus D'accord. au printemps, et puis en hiver, dès que les premières gelées arrivaient, c'était reparti. Euh, donc, ça a été comme ça pendant quelques années. Sachant que pendant les premières années, donc j'étais pas diagnostiquée, donc vraiment aucun traitement. Voilà, ça a été. J'ai rencontré des neurologues qui sont passés à côté, on va dire clairement. Voilà. En plus de ça, ça s'est déclenché à l'adolescence. Donc pour eux, c'était plutôt psychosomatique.
Voilà, j'avais 17 ans, c'est une période un peu compliquée, l'adolescence, c'est dû au stress. Donc, l'un des traitements qui m'a été prescrit par une neurologue, ça a été de l'homéopathie, donc pour le stress. Voilà, donc pour ceux qui ont des algies vasculaires de la face et qui connaissent l'intensité de la douleur, se voir proposer de l'homéopathie, c'est un petit peu compliqué. Et tes parents, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disaient quand on prescrivait de l'homéopathie? Alors, j'ai vraiment eu de la chance d'être super bien soutenue par mes parents. Ils ont été derrière moi vraiment du début jusqu'à la fin et encore maintenant. Enfin voilà, ils sont très présents. Et donc on a continué. On a été voir des médecins. Donc j'ai été orientée vers un ophtalmo. On m'a prescrit des séances d'orthopsie en me disant que c'était peut-être des migraines ophtalmiques. J'ai été orientée vers un stomatologue. Donc on m'a arraché les 4 dents de sagesse. Après, on m'a fait faire de l'ostéopathie en me disant que c'était peut-être un problème postural, de la kiné. Et donc voilà, tout un tas de spécialistes au final qui ont pas réussi à diagnostiquer l'algie vasculaire de la face. Et en fait, dans mon malheur, j'ai déclenché une épilepsie en même temps que l'algie vasculaire de la face. Donc, première crise d'épilepsie, le même jour que la première crise d'algie vasculaire de la face. Donc, coïncidence ou pas, il n'y a personne qui est capable de me le dire. Mais en fait, les neurologues se sont plus penchés sur l'épilepsie. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur le neurologue qui, à l'évocation des symptômes d'algie vasculaire de la face, m'a dit « mais ne cherchez pas, c'est ça ». Et là, ça a été la libération. On mettait enfin un nom sur ce qui me faisait souffrir. Et de là, enfin voilà, il y a eu toute cette phase d'acceptation de la maladie déjà, qu'on connaît tous. Et puis aussi la mise en place des traitements. Parce que voilà, il fallait tenter, il avait des solutions à me proposer. Et donc c'est là où a commencé le long combat des traitements. Donc ça a été laisser des traitements basiques, l'isoptine, qui est le traitement de première intention qui est prescrit avec des effets secondaires pas possibles. Enfin voilà, ça a été vraiment très très compliqué. Avant tes traitements, juste une parenthèse, comment tu as pris et comment ont pris tes parents l'annonce du diagnostic? Ça a été une délivrance ou ça a été plutôt difficile pour toi? Ça a été une délivrance déjà dans le sens où voilà, comme j'ai dit, c'est arrivé à la période de l'adolescence et clairement j'avais l'impression qu'on me prenait pour une folle. Pas mes parents, attention, parce que pour le coup, ils ont vraiment toujours été derrière moi et ils ont jamais douté de ce que je pouvais leur raconter. Enfin, de toute façon, ils étaient là pour voir que je souffrais vraiment, donc la question, elle se posait même pas. Mais c'est vrai que pour l'entourage, c'était vraiment difficile d'expliquer ce que je vivais. Et oui, on a vraiment l'impression d'être jugée, d'être prise pour une folle. Forcément, on voit des médecins, des spécialistes qui mettent pas de mots sur ce que tu as. Donc forcément, ta crédibilité, elle est... Voilà, t'as pas de crédibilité, justement. Tu dis que t'as mal à la tête, tu vas voir un neurologue, il te trouve rien. Donc c'est que t'as rien, au final. On te fait passer des IRM, des scanners, les examens reviennent normaux. Bon, on se pose pas de questions, c'est tout. Enfin, tu vas bien, t'es en bonne santé, arrête de te plaindre, va voir un psy. Parce que clairement, c'était le genre de remarque qu'on pouvait me faire. Ouais. Mais voilà, pas de. Donc pour moi, ça a été une libération vraiment dans le sens où voilà, j'étais malade. C'était pas dans ma tête, j'étais vraiment malade. Pour mes parents, forcément aussi, de savoir que quelque chose, qu'une maladie était posée, c'était rassurant aussi parce que forcément, ils se posaient des questions. Qu'est-ce que j'avais? Enfin voilà. Est-ce que c'est une tumeur qu'on voit pas? Enfin clairement, on pense à tout quand c'est comme ça. Enfin c'est vrai que. Et donc non, vraiment ça a été une libération. Après forcément ça fait peur parce que quand on s'en va lire ce qu'est l'algie vasculaire de la face sur internet par exemple, c'est quand même, enfin voilà, quand on sait qu'on compare cette douleur à un accouchement sans péridurale, à une amputation sans anesthésie, se dire que c'est ce genre de douleur qu'on vit tous les jours, c'est pas simple, et de se dire que finalement il n'y a rien pour te soigner. Voilà, tu te dis, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Est-ce que j'aurai les épaules assez larges pour le supporter? Je pense qu'on fait tout peur. En même temps, t'étais soulagée et puis en même temps, t'avais peur. C'est ça, de comment j'allais gérer en fait au quotidien. Au final,
on apprend à vivre avec. Hein. Donc j'étais épisodique en plus dans un premier temps, donc c'est vrai que ça me laissait quelques périodes de répit, on récupère. Et puis un jour, on a eu un projet de bébé. Et là, du jour au lendemain, en fait, j'en ai discuté avec mon neurologue, qui était vraiment quelqu'un de très humain, de très à l'écoute. Et il m'a fait part de tous les effets indésirables des traitements qui pouvaient avoir des conséquences sur le fœtus. Parce que c'est aussi une réalité de tous ces traitements. Et donc, j'ai arrêté ces traitements du jour au lendemain. Et de là, pendant 3 ans, plus aucune crise. Mais quand je dis plus aucune, ça a été vraiment plus rien. Attends, t'as arrêté, pendant combien de temps t'as plus de douleur? Pendant 3 ans. Juste avant la naissance, enfin juste avant le fait que j'apprenne que je sois enceinte, jusqu'aux 3 ans et demi de ma fille, je n'ai plus eu de crise. Donc là, alors à quoi c'est dû, personne n'est capable de me le dire. Et puis je suis tombée enceinte de mon deuxième kilo. Et là, par contre, les crises sont revenues pendant le 3e trimestre. Et depuis ce temps-là, je suis chronique. Donc voilà. Donc on s'habitue à vivre sans douleur. On retrouve goût à la vie. On se dit ça y est, c'est derrière moi. C'était qu'une parenthèse. Je vais pouvoir revivre normalement. Et puis non. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec l'algie vasculaire de la face, c'est que c'est vraiment une maladie qui est vicieuse et qui débarque quand elle en a envie. On n'est jamais préparé à la prochaine crise. On sait que ça peut partir du jour au lendemain, et en même temps, ça peut revenir du jour au lendemain. Donc psychologiquement, faut vraiment être assez fort pour supporter ça aussi. Et c'est pour ça aussi qu'un accompagnement psychologique est quand même important, même si c'est pas ça qui fait que les guérit, mais c'est quand même important. C'est ça. Parce que ça a des impacts à tellement de niveaux. Enfin, la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a des répercussions dans tous les champs. Alors il y a un commentaire. Virginie, pareil, depuis ma grossesse, je n'ai plus fait de crise, j'ai juste un front douloureux, alors qu'avant j'étais chronique bilatérale. Alors, il y a certaines études qui tendent à dire, parce qu'il n'y a rien de prouvé, que les hormones joueraient vraiment un rôle très important dans notre maladie. Ouais. Bon. Moi, ça a joué un rôle. Ouais, pas forcément dans le bon sens aussi, mais bon, voilà, il y a les deux aspects. Enfin, si, au départ. Voilà. C'est ça. Ouais, comme quoi. Puis après, d'une grossesse à l'autre, c'est tellement différent aussi, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Oui. Moi, je pense que ça a quand même un lien, parce que toi, est-ce que au début de ta grossesse, ça n'a pas aidé, et à la fin, il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas, il y a quelque chose qui a redéclenché les crises. Ouais, non, franchement. Il y a quand même beaucoup de témoignages qui disent quand même qu'à l'accouchement, tout reprend. C'est possible, parce que là, effectivement, ça a repris, je vais dire, en fin septembre 2014, et en novembre 2014, c'est tout. Enfin, c'était vraiment revenu. Donc, j'ai accouché en novembre 2014, et là, c'était tout. C'était vraiment tous les jours. Donc, vraiment. Trimestre qui a été la période charnière et qui a le dernier trimestre. C'est ça. Oui, comme moi. Donc c'est quand même bizarre. Ouais. Et pourtant, à écouter les neurologues, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça qui est fou. Enfin, on est quand même plusieurs à le dire au final. Et voilà. Donc à voir, est-ce que quelqu'un va oser se lancer dans cette recherche-là? Claire qui dit vivement que je tombe enceinte, je suis d'accord avec toi Virginie, mon endocrinologue m'a dit qu'il y a sûrement un côté hormonal. Moi, mon neuro ne dit pas qu'il n'y a pas un côté hormonal. Hein. Moi, il me dit que, en tout cas, il sait pas vraiment, il peut pas me dire c'est à cause de ça et à cause de ça, mais il me dit en tout cas que pendant la grossesse, les hormones sont vraiment très très hauts au deuxième trimestre, et au troisième trimestre, elles sont beaucoup plus basses. Et que quand même, on pense qu'il y a peut-être sûrement un lien au niveau hormonal
au niveau de la vasculaire de la face. Et d'ailleurs, on implante bien une électrode au niveau de l'hypothalamus, pardon, au niveau, pour la vasculaire de la face. L'hypothalamus a un lien au niveau hormonal. Donc, Ouais. voilà. C'est bien qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais pas. Non, voilà, bon, bah, on peut continuer, vas-y. Hein. Donc après, pour faire le lien avec les traitements, donc bah forcément, même si lorsque j'étais épisodique, j'ai eu des traitements qui se sont quand même avérés efficaces. Quand je suis passée chronique, là par contre, j'ai réessuyé tout le panel de traitements possibles et inimaginables. Et là, malheureusement, j'ai été déclarée pharmacorésistante. Donc, l'une des options qui m'a été proposée et qui était la seule envisageable de toute manière à ce moment-là, c'était l'implantation. Donc, voilà, je pense qu'il arrive un moment où on a tellement marre de souffrir qu'on est prêt à beaucoup de choses. Donc, j'ai accepté l'implantation. Donc, j'ai été opérée pour la première fois en mars 2017. Donc, après 3 ans de chronicité, donc avec des crises tous les jours. Et malheureusement, l'opération a été un échec total puisque même pas 6 semaines après l'opération, le matériel était déjà défaillant. Donc, c'est-à-dire. Alors là, tu vas un peu vite. Explique-nous déjà au niveau de l'opération ce que c'est. Oui, c'est vrai que ça nous semble tellement logique, mais il y a des personnes. Alors, donc l'opération, donc ça consiste à implanter des électrodes à la base de la tête. Qui sont reliés à une pile, donc un petit pacemaker, qui pour ma part est implanté dans le bas du dos. Et donc avec des fils qui passent des électrodes jusque dans la pile. Et donc j'avais une petite télécommande, une Game Boy comme on aime les appeler, qui me permettait de gérer l'intensité des stimulations électriques en fait sur le nerf occipital, donc qui est censé gérer le message de la douleur au niveau de nos crises. Et qui est censé aussi réduire l'intensité et la fréquence des crises pour ceux qui ont la chance de voir les résultats de cette opération. Alors, il faut quand même préciser que cette opération, elle peut être faite logiquement pour les patients qui ont essayé, qui sont déclarés pharmacorésistants et tu peux définir pharmacorésistance, ce que c'est important de le dire. C'est qu'on insiste vraiment là-dessus. Donc, quand on est déclaré pharmacorésistant, c'est vraiment qu'on a essayé tous les traitements de première, de seconde, de troisième intention qui sont prescrits dans le cadre de la vasculaire de la face. Il y a des associations de traitements qui sont aussi possibles. Donc, si un traitement ne marche pas, il est possible d'allier 2 molécules différentes et là, ça peut fonctionner pour certains. À côté de ça, il y a quand même des options qui sont beaucoup moins invasives que l'implantation. On parle du sphénopalatin, par exemple. Enfin, pour le coup, moi, je les ai pas testés, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront les expliquer mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est proposé de façon trop systématique, l'implantation. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Il y a le TENS aussi qui peut être proposé. Alors, c'est pas le TENS, on peut pas le garder pendant des années, mais en tout cas, une petite durée, ça peut nous permettre aussi de savoir si la stimulation hospitale fonctionne pas. Mais c'est certain que la stimulation occipitale, les opérations globales sont faites, mais beaucoup trop systématiquement. Vraiment, donc faites attention. Et bien souvent, les conséquences des opérations, tout ce qu'il y a derrière, c'est pas expliqué par les neurologues. On nous décrit l'opération. On nous décrit l'opération comme quelque chose de basique. On vous fait une incision au niveau de la tête, on vous incise dans le dos pour passer les fils, vous avez l'incision pour la batterie, mais toute la phase de convalescence derrière, parce que semblant de rien, les douleurs sont quand même importantes. Les limitations des mouvements, parce que forcément, on est limité dans les mouvements dans le cou. On peut pas porter de charge lourde, il faut faire attention à tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte avant de se lancer dans l'implantation, et aussi surtout garder en tête que c'est pas quelque chose qui est miraculeux et qui marche à 100%.
C'est tout à fait ça. C'est pas anodin, ça marche pas à 100% et pourtant on vous dit que ça va être miraculeux, que vous allez avoir plus de crise ou du coup c'est sûr que vous allez avoir moins de crise, alors que absolument pas. Hein, c'est pas du tout sûr que vous allez avoir moins de crise. Je l'espère pour vous, mais c'est absolument pas sûr. Et surtout choisissez si vous vous lancez là-dedans, vous voulez absolument vous lancer là-dedans, faites attention au centre d'implantation où vous allez. Faites vraiment attention. Une fois que vous vous lancez là-dedans, vous pouvez avoir des infections, vous pouvez avoir un matériel qui est défectueux, vous pouvez avoir plein de choses qui font que après vous êtes, il y a plein d'opérations qui sont infectées, et puis voilà, c'est très difficile. Donc, et une fois qu'on a implanté, on se sent lâché dans la nature parce que voilà, on n'a plus de suivi derrière. En plus de ça, généralement, on est blacklisté par les neurologues de ville, j'ai envie de dire. De tout, hein. Oui, bon, ici, on est un peu plus limité en centre hospitalier, donc forcément, une fois que… Mais voilà, voilà, c'est vraiment minimisé et il faut vraiment avoir conscience de tout ce que ça implique derrière parce que en plus de ça, il faut aussi savoir que les batteries sont pas éternelles. Donc forcément, un jour ou l'autre, on devra se faire opérer. Voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et voilà, c'est vraiment important. Réfléchissez bien avant de le faire parce que je vois qu'il y a une question quelqu'un qui demande si on recommanderait les opérations, les implantations. Vous avez été opéré où? Alors ça, c'est Fabienne qui te demande où tu as été opérée. Tiens, elle est bille en plus. Je te répondrai en privé avec volontiers, Fabienne. Je vais pas faire le procès de mon neurologue ou de ma neurochir. Fabienne, je te donnerai ses coordonnées. Recommanderez-vous tous les deux l'implantation? Non. Voilà. Non, voilà. Voilà, donc voilà, pour ma part en plus j'ai été opérée donc 2 fois en 2 ans parce que le matériel était défectueux justement. Les électrodes en fait contiennent 4 petits plots qui envoient les impulsions et au bout de 6 semaines il y avait déjà 2 plots qui fonctionnaient plus. En plus de ça, la batterie, alors je ne sais pas, j'ai pas trop eu de réponse par rapport à ça, mais le technicien qui me suivait m'a quand même dit qu'il y avait des risques que ma batterie soit oxydée. Donc, qui dit oxydation de la pile dit quand même un risque infectieux qui est hyper important. Donc voilà, franchement, ça reste du matériel, ça reste du corps étranger. Les risques sont là. Même après l'opération, il y a des risques. Franchement, faut vraiment réfléchir. Il y a des risques et puis souvent aussi il n'y a pas le côté psychologique. Alors moi je l'avais eu un petit peu de la batterie parce que moi j'ai parlé à quelqu'un il y a très peu de temps qui me disait ne pas accepter son boîtier et ça souvent on le fait pas et elle a été implantée au niveau du ventre et moi moi j'ai eu tout hein. J'ai eu le boîtier au niveau des fesses, le boîtier au niveau du ventre et j'ai eu le boîtier là. Et le boîtier au niveau du ventre, c'est vrai que c'est pas facile à l'accepter. Mais personne ne vous le dit ça. Et parce que vous avez quand même un beau truc quand même au niveau du ventre. Et les personnes on vous donne pas quand même un rendez-vous psychologique pour être sûr que vous allez l'accepter quand même le boîtier au niveau du ventre. Alors, pour le coup, moi j'ai quand même eu le droit à une évaluation psychologique. Donc c'est vrai qu'avant l'opération, j'ai rencontré la psychologue de l'hôpital qui justement m'a demandé si j'étais prête à accepter aussi ces transformations physiques parce que on a, les cheveux sont rasés sur une partie de la tête, donc déjà la féminité en prend un coup, il faut le dire. On se retrouve avec plusieurs cicatrices sur le corps aussi, qui se voient malgré tout, même si c'est dans le dos, ça reste là. Et puis c'est qui forcément, se voit forcément. Donc voilà, il faut accepter ces changements. C'est un grand projet quand même qu'on nous met en nous, et puis il faut pouvoir l'accepter. C'est ça, ça reste, esthétiquement, c'est pas forcément très joli non plus. Donc si on est très attentif à ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, ça peut aussi avoir un impact sur son rapport à soi. Voilà, c'est vraiment important. Cette évaluation. Le corps que tu as en toi. Et la fille qui j'ai parlé, c'est vraiment ça. Elle a fait un refus de ce boîtier, en fait.
ça peut être ridicule hein, pour certaines personnes, peut-être, j'en sais rien, mais moi non, je le comprends. Et elle a fait complètement ce refus. Et si elle avait eu, je pense, un rendez-vous psychologique avant, je pense qu'elle l'aurait vu. La psychologue, elle n'était pas du tout prête en fait. Elle est beaucoup trop vite pour elle. C'est dommage que tous les centres ne le fassent pas ça. Sachant que normalement c'est quelque chose d'obligatoire. Moi, toutes les opérations que j'ai eues, je n'ai jamais eu. Hein. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Alors, les questions. Merci pour ces jolis témoignages qui révèlent un grand courage. La maladie vous a-t-elle changé en tant que personne? Vous a-t-elle fait évoluer sur certains aspects? Je te laisse répondre. Bah oui, forcément, on évolue, on change. Enfin, déjà, je trouve que on a une force de caractère qui est peut-être beaucoup plus forte une fois qu'on est passé toutes ces étapes, parce que bah justement, psychologiquement, c'est éprouvant. Subir des heures et des heures de douleur, ça demande quand même une capacité à encaisser qui est assez importante. Donc oui, je pense qu'on se forge aussi par rapport à tout ça et on en devient presque intolérant aux autres sortes de douleurs en fait. Et c'est ça aussi qui est compliqué à gérer. À côté de ça, je pense que on développe une certaine sorte d'empathie aussi. On sait ce que c'est d'avoir mal. On sait ce que c'est d'être jugé, parce que je pense qu'on y est tous passés. Et forcément, ça nous change aussi en tant que personne et ça nous permet aussi de profiter de chaque petit moment de bonheur simple au final. Parce que ben on en est tellement souvent privé qu'au final, le moindre petit moment au quotidien va devenir quelque chose d'appréciable et donc, ouais, je pense qu'on savoure la vie beaucoup plus et on se contente peut-être de moins qu'avant la maladie. Ouais, je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis. De toute façon, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien toutes les deux. C'est totalement ça, profiter de chaque moment. Et puis avant la maladie, moi, je pense que j'étais beaucoup moins là-dedans. Je profitais beaucoup moins de chaque moment. Et je me dis que la maladie, au moins, a servi à ça. Et faut trouver de toute façon toujours le positif dans chaque chose. Et au moins là-dessus, la maladie a servi à ça. Elle nous fait grandir. Alors ça paraît bizarre, mais c'est vrai, moi, la maladie m'a fait grandir vraiment. Elle m'a permis aussi de rencontrer de jolies personnes, toi par exemple, et d'autres personnes. Et ça, c'est déjà super. Elle m'a permis voilà de profiter de ma famille. Et tu parlais d'empathie, et ça c'est rare les personnes qui arrivent quand même à garder de l'empathie parce que t'as beaucoup de personnes qui restent, qui sont aigries envers les autres parce que elles souffrent beaucoup. Et elles n'arrivent pas à, tu sais, quand tu souffres beaucoup, t'arrives pas à accepter la douleur des autres. Voilà. Ouais. Bah, après, c'est vrai, enfin, il y a cette phase contradictoire où c'est vrai que quand on souffre, on a envie d'être seul, on a envie d'avoir la paix, on n'a clairement pas envie, enfin voilà, le fameux ça va, ben non ça va pas, mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi de toute façon? Et à côté de ça, on a besoin d'être bien entouré. Enfin voilà, moi je pense vraiment que, enfin grâce à ça, alors certes mon cercle d'amis s'est restreint parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément compris. C'est peut-être aussi de ma faute, hein, attention, je leur jette pas la pierre parce que c'est vrai que pendant très très longtemps j'ai préféré cacher la maladie par honte parce que ben pour moi aussi c'était peut-être juste un mal de tête et que je devais pas en faire toute une histoire et que je devais pas les polluer avec ça. Donc j'ai peut-être aussi pris mes distances volontairement. Mais à côté de ça, je trouve que au niveau du cercle familial, ça a vraiment, je pense que clairement, hein, que ce soit ma famille, ma belle famille, j'ai des personnes formidables autour de moi et c'est ça qui fait tenir. Mais tu avais peut-être besoin du temps aussi, tu vois. Oui, alors, bah oui. Enfin, clairement, enfin voilà, je pense qu'il y a 10 ans de ça, ce live, ça aurait été quelque chose d'impossible. Enfin, 10 ans, je dis même 3 ans. Moi, j'aurais pas fait. Voilà. Je serais pas enfin voilà, je pense qu'au bout de quelques années de cohabitation avec la maladie, on est un peu plus forte aussi pour gérer. Et l'expérience fait que, ben, justement, on n'a peut-être pas envie que d'autres personnes vivent le même calvaire que nous. Et c'est là, en fait, on a vraiment envie de pouvoir les aider, les soutenir. Alors, parce que nous, on a manqué de ça à un moment.
et que voilà, enfin, en tout cas, c'est vraiment, enfin, je sais que c'est aussi quelque chose que tu défends beaucoup et là-dessus, enfin, on se rejoint complètement. C'est exactement ça. Si se mettre à nu, parler de notre maladie, ça permet de pouvoir aider d'autres patients. Bah voilà, je le fais sans souci. Voilà. Mais tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Alors, tu as Ayam Maeva qui dit: j'admire vraiment les belles personnes que vous êtes, toujours le sourire et la positivité en vous, vous êtes juste admirable. Et c'est très gentil. Je regarde d'autres questions. Merci pour ces jolis témoignages. Oh, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. Est-ce que les électrodes sont posées sur les nerfs occipitaux? Bah, pour moi, oui. Oui, ouais, moi aussi. Voilà. Donc ouais. Donc, pour répondre à ta question, c'est Barbara qui demandait ça. Donc, si tu as une autre question, Barbara. Donc, recommandez-vous l'implantation? On a répondu non. Alors, bonsoir les filles, j'arrive au milieu et du coup un peu perdue, mais en tout cas, je suis mon combat. Ah, donc ça va être moi depuis un petit temps. Et quel courage, une jolie famille. Courage à vous. Bon bah, alors, Fofana, merci à toi. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, Barbara, si tu as d'autres questions, si vous avez d'autres questions, bah alors, je sais pas si tu avais fini de raconter ton parcours. Ben après c'est vrai que je peux empiéter un peu avec tout ce qui est vie professionnelle parce que c'est aussi un sujet qui revient beaucoup quand on est atteint d'algie vasculaire de la face. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si on peut travailler avec une algie vasculaire de la face. Je vais pas vous mentir, c'est hyper compliqué, d'autant plus quand on est épisodique forcément c'est compliqué, quand on est chronique ça l'est encore plus. Pour ma part, voilà, j'étais éducatrice spécialisée dans une vie antérieure et j'ai malheureusement perdu mon travail parce que la maladie n'était plus du tout conciliable avec mon activité professionnelle. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi de pouvoir garder une activité professionnelle. Je pense que c'est clairement ce qui m'a fait tenir le coup dans les moments les plus compliqués. Donc, malgré ça, j'ai quand même repris un cursus scolaire il y a 2 ans pour pouvoir me reconvertir et trouver un métier qui serait plus compatible avec ma maladie. Faut savoir aussi que la capacité à travailler ou non va aussi beaucoup dépendre de l'employeur. Parce que clairement, si on a un employeur qui est conciliant et qui va nous permettre d'avoir ces moments de répit quand on est en crise, qui va pas vous juger quand vous devez poser pour aller à un rendez-vous médical, qui va pas vous en vouloir d'arriver le matin avec une tête de déterré ou la face complètement déformée parce que vous avez passé une nuit blanche, ça aide beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui estiment que non, c'est pas possible de travailler avec une algie vasculaire de la face, mais ça, je pense après que c'est propre à chacun. Et que voilà, si vous avez envie de continuer à travailler, faites-le. Si c'est bon pour votre équilibre, faut surtout pas s'en priver parce que moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à tenir au quotidien. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment après tu le vois sur le groupe parce que tu gères aussi tu es modératrice d'un groupe, ça on l'a pas dit, mais voilà, tu es modératrice d'un groupe, donc tu vois pas mal de choses, voilà, c'est pour ça que je pense que tu dis ça. Je pense que ça dépend vraiment de toi. Tu veux travailler parce que voilà, c'est pour ton équilibre et je trouve ça vraiment hallucinant. C'est pour ça que je t'admire beaucoup parce que t'as quand même 2 enfants. Et tu arrives à travailler, et je sais au combien que c'est très difficile pour toi de le faire. Je teste souvent sur Facebook et t'es vraiment parfois dans un état qui est super compliqué et tu arrives à remonter. Parce que tu dis que c'est possible de travailler, etc. Mais tu dis pas que c'est quand même compliqué pour toi et que tu es dans un état quand même qui est super compliqué. Et c'est parce que tu es super courageuse quand même que tu le fais et que tu y arrives en fait. Je pense que tout le monde n'arriverait pas en fait. C'est surtout ça. Non, je pense que vraiment, c'est ce que je disais au départ. C'est pas, je vous mentirais si je disais que c'était facile tous les jours. Enfin, c'est vrai que
quand on passe une nuit avec des douleurs pas possibles, ou alors quand on est en rendez-vous avec certaines personnes, qu'on sent la crise arriver, qu'il faut gérer, dégainer discrètement les médicaments. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Après, je pense qu'il y a certains métiers qui clairement sont impossibles à concilier avec cette maladie. Il y a ce facteur-là à prendre en compte. C'est ce que je disais. Moi, j'ai perdu mon travail précédent, enfin voilà, parce que je pouvais plus gérer de cette façon-là, donc j'ai dû me reconvertir. Mais il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui disent bah voilà, j'arrive pas à garder un travail, je me fais licencier par tous mes employeurs. Qu'est-ce que je peux faire pour justement pour conserver un boulot, parce que bah, certaines personnes ont vraiment cette volonté-là. C'est vrai que ça joue aussi sur le plan relationnel, sur le plan social. Ça permet de voir autre chose. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est peut-être une thérapie par le travail, hein, au final. Je sais pas, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de tenir au quotidien. Donc, non, mais je pense que je suis quand même d'accord avec Anne-Sophie. T'es quand même super humble parce que c'est super. Enfin, pour arriver à gérer la maladie avec 2 enfants et un travail, faut quand même avoir une force incroyable. Et là, t'es quand même super humble. Vraiment, tu te rends pas compte. non, bah, je pense pas, parce que, enfin, après, c'est mon mode de fonctionnement. C'est ce que je disais, hein, j'ai des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, Mais hein, oui, enfin, voilà, on est tous dans le même cas. Je suis pas différente d'une autre, mais voilà. mais Enfin, Virginie, mais peut-être tu te rends pas compte. non, mais vraiment, je pense qu'il y a des possibilités. Il y a quand même, enfin voilà, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Si on accepte la maladie, le fait d'en parler à son employeur, c'est aussi quelque chose qui permet de concilier les deux. Mais voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a vraiment tous ces aménagements de poste qui sont possibles. Je suis d'accord. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent aider à faire que ton travail soit plus facile, moins difficile. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, je comprends que pour certains, ce soit inenvisageable de reprendre le travail. Je pense que déjà, une fois qu'on accepte la maladie et qu'on se dit, je vais faire ma vie avec cette maladie, j'ai pas le choix, de toute façon, il faut que j'avance. À partir de là, je pense on a vraiment une vision différente des choses, et on s'autorise plus de choses aussi. Je parle du travail. Mais je parle du travail, mais c'est pareil. Il y a quelque temps, on n'osait même pas programmer une sortie au cinéma, un resto sur l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on se dit ça va arriver à n'importe quel moment, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai une crise en plein milieu d'un repas de famille ou d'une soirée entre amis? Ben maintenant tant pis, ça arrive, ça arrive. Je vais pas m'empêcher de vivre parce que j'ai cette maladie. Bah là, tu vois, tu as eu la phrase, je pense, qui est clé, en fait, c'est « je ne vais pas m'empêcher de vivre pour cette maladie ». C'est ça. C'est vraiment ça. On n'a pas le choix, en fait. Il n'y a pas de traitements qui sont vraiment propres à l'algie vasculaire de la face. On sait que c'est quelque chose avec laquelle on va devoir vivre tous les jours. Voilà. Après, il y a deux options. Soit on va se dire c'est tout, j'ai plus d'avenir, on va se lamenter. Non, moi j'ai choisi justement d'en faire une force et de dire que si malgré tout je continue de vivre, je profite de chaque moment, et puis quand ça va pas, je le dis aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant j'accepte de dire non, ça va pas. Parce qu'avant c'est vrai que tu n'y arrivais pas. Non, c'était je vais pas dire une honte, mais presque. Déjà la maladie est très peu reconnue. À partir de là, c'est difficile de faire comprendre aux gens ce qu'on vit. Le fameux, prends un Doliprane si t'as mal à la tête. Enfin voilà, ce genre de choses qu'on nous sort, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens ce qu'on vit. Et de ce fait, on n'ose pas dire quand on va pas bien, parce qu'on va être questionné, mais en même temps, on sait que ça va pas être compris derrière. Et puis un jour, il faut ce fameux déclic où on dit on envoie tout bouler, parce que c'est ni plus ni moins ça. On se dit tant pis, le regard des gens, je m'en fiche, leurs remarques, je m'en fiche, et j'avance quoi.
j'ai pas besoin, enfin, je veux dire, j'ai mon cercle familial, j'ai mon cercle d'amis, ceux qui savent que sont présents et maintenant, ben, voilà, j'ai pas besoin d'être entourée de personnes qui comprennent pas et qui vont me tirer vers le bas. Donc, on fait un tri aussi à ce niveau-là. Qui se fait, moi, personnellement, ça s'est fait limite automatiquement. C'est ça. Alors, il y a Léa Angel, je sais pas exactement qui c'est, Léa Angel. Elle dit, Léa, elle dit, c'est la phrase qui a changé ma vie. Donc, je pense, je sais pas exactement la phrase que c'est, mais c'est le jour où j'ai réalisé que ce n'était pas une fatalité que j'ai recommencé à vivre. Mm. Et Anne-Sophie qui dit, la maladie ne doit pas isoler, le malade subit déjà assez. Et ça, c'est bien vrai. On est déjà assez seul face à la maladie quand on est en crise. Alors quand on n'est pas en crise, punaise, faut profiter de nos forces. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis. Après, c'est vrai, par exemple, moi, il y a des choses que je peux pas faire et d'autres choses que je peux faire. Le cinéma, c'est encore compliqué pour moi. Le bruit, j'arrive pas. Mais par exemple, les restaurants en extérieur, je peux. Mais par contre, il y a une chose où je rebondis quand même, c'est le fait d'accepter ta maladie. Et ça a tout changé pour moi. Et c'est pour moi. C'est ça, je pense que. Maladie, moi. Puis ça fait partie de nous, c'est tout, c'est comme ça. On sait pas. Alors oui, certes, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais voilà. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous a forgé. C'est ce qui fait, c'est cette maladie qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et alors bah oui, c'est vrai que si je pouvais revenir, enfin si je pouvais changer les choses et me débarrasser de cette maladie, je le ferais avec plaisir. Mais voilà, je pense que ça m'a quand même apporté beaucoup de positif, malgré tout. Ça peut sembler fou de dire ça, hein, parce que bah, quand on est en crise, on a juste envie de se claquer la tête contre le mur et d'en finir au plus vite. Mais malgré tout, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de positif. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je serais pas du tout la même sans cette maladie. Et c'est fou de dire un truc pareil, hein. Parce que bon, quand je suis en crise, quand j'ai mal, j'ai encore la douleur. Là, je suis jamais en fait sans réelle douleur. Là, j'ai encore mal. Mais je suis pas à 10 sur 10, hein, bien évidemment, sinon je pourrais pas parler. Mais j'ai jamais zéro douleur. Donc c'est fou de dire que sans cette maladie, je serais complètement différente. Et au fond, bah voilà, je veux pas non plus. Ouais, je vais pas dire que je regretterais d'être sans cette maladie, mais je me dis qu'il y a quand même du positif dans chaque chose. Mais en tout cas, cette année m'a appris énormément et j'ai enfin accepté cette maladie. Mais il m'a fallu, je suis diagnostiquée j'ai été diagnostiquée en 2013, donc vous comptez le nombre d'années, et c'est énorme, c'est énorme. Toi, tu as accepté quand la maladie? Quand je l'ai acceptée, alors je suis atteinte d'algie vasculaire de la phase depuis 2004, diagnostiquée en 2007. Je pense que je l'ai vraiment accepté, je dirais en 2016. Ah voilà, là, tu vois. J'ai quand même eu 12 ans. 12 ans. Ah, c'est un truc de fou. De toute façon, pour accepter l'acceptation, je le dis de toute façon à chaque fois que je parle à quelqu'un, il me dit si j'accepte la maladie, je dis mais non, ça fait 1 an que tu as été diagnostiqué, t'as pas accepté la maladie. Ça prend des années. Ça prend des années. C'est vraiment un super long chemin. C'est un travail sur soi et franchement, encore maintenant, hein, il y a des moments où je dis mais enfin, pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit Je vais dire, oui. Pourquoi le fameux pourquoi moi. C'est ça. Je me rends compte sur moi-même. Et à côté de ça, maintenant je me dis comment je vivrais si demain je me réveille sans plus avoir aucune douleur. Bah ça c'est la fameuse oui on en avait parlé avec mon neurochirurgien qui m'avait dit si jamais vous êtes guéri bon voilà bah parfois le patient a du mal à vivre sans ces crises. On organise tellement tout autour de ça au final que
enfin voilà, me dire ouais bah tiens j'aurais pu mes bouteilles d'oxygène en déco dans ma chambre, j'aurais pu ma petite trousse de piqûres sur moi. Enfin, Non, c'est la folie, c'est impossible. Donc non, au final, c'est vrai qu'après on s'organise autour de la maladie et puis et même pour nos proches finalement, quand on ose en parler, ça devient aussi quelque chose de banal du quotidien. Alors certes, ça devrait pas l'être, mais malgré tout, c'est des habitudes. Voilà. Moi, mes enfants ont grandi avec ça, donc au final. Ils savent comment ils doivent se comporter quand maman va pas bien, ils savent quoi, enfin, voilà, et je pense que même eux, ça les a vraiment fait grandir plus vite et ils sont beaucoup plus tolérants aussi, je trouve, vis-à-vis des autres, parce que justement, ils savent ce que c'est que d'avoir quelqu'un de malade dans leur entourage et voilà, au final, il n'y a pas qu'à moi, ça a apporté du positif au C'est ce que final. j'allais dire, ouais. Même pour les autres, je pense que ça développe quand même quelque chose. De l'empathie, de la tolérance, de la force, Bah oui, parce que de la bienveillance. enfin voilà, on l'oublie souvent, mais pour les proches, c'est compliqué aussi de se sentir aussi impuissant. Enfin, j'imagine ce que ça peut amener dans la tête d'un tout petit de voir sa maman, la tête entre les mains, en train de se balancer, en train de pleurer, d'hurler de douleur. Enfin voilà, c'est pas sans conséquence. Pour les conjoints, j'en parle même pas. Enfin, t'en parles tellement mieux que moi de toute façon. Mais enfin voilà, c'est hyper compliqué pour tout le monde. Donc le fait d'en faire quelque chose du quotidien, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, je pense. Alors, t'as DAV CSTT, qui dit la maladie nous isole quand même un peu, je pense, atteinte d'une maladie auto-immune. J'appréhende chaque semaine d'événements familiaux ou autres. J'appréhende tout. Séverine. L'appréhension, je crois que ça fait partie aussi de la maladie chronique. Oui. On a une crise, on appréhende la prochaine crise, encore la prochaine crise. C'est ça. On appréhende, on anticipe, parce qu'au final, on emmène toujours tout ce qu'il faut, parce qu'on se dit, voilà, ça va arriver, je le sais, je le sens, donc voilà, on prévoit. Mais malgré tout, si je peux donner un petit conseil à Dave, c'est n'appréhende pas. De toute façon, que tu sois chez toi ou que tu sois là-bas, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc profite, ressource-toi auprès des tiens, fais la fête quand tu peux. Et puis de toute façon, si la crise arrive, elle arrivera. Donc autant être paré, autant se ressourcer et prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre pour pouvoir affronter chaque crise. Fais au mieux, fais de ton mieux. C'est ça. Parce que bon, par contre, c'est le cerveau. Hein. On peut faire au mieux. Parfois, on essaye. C'est comme la montre. Moi, je porte absolument pas de montre parce que mes crises sont toujours à la même heure. Et je veux pas trop regarder l'heure à chaque fois parce que sinon c'est horrible quoi. Mais bon, le cerveau est une horloge, donc on essaie de faire au mieux. Donc on peut dire d'appeler au mieux pour essayer de pas appréhender, pour essayer de profiter au mieux. Et voilà, il faut toujours essayer de faire de son mieux. Et puis voilà. Anne-Sophie, l'acceptation prend beaucoup de temps, beaucoup. Fabienne, et ben j'ai du travail à faire sur moi-même, à commencer par l'accepter, comme vous dites. Fabienne, on en a parlé ensemble de ça. Ça vient. Camille, merci pour ton message, ça me fait super plaisir. Je l'ai pas lu encore, je crois. Effectivement, au bout d'un an, je n'accepte pas, je ne reconnais plus. Le pire, c'est de nous entendre dire que tu as l'air fatiguée. Ah, mais ça. Ah ouais? Je pense que, oui, on est fatigué moralement, on est fatigué physiquement, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, on l'accepte aussi. C'est tout, c'est comme ça. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'appréhender aussi le regard des autres. Mais au bout d'un moment, ça glisse. Franchement, faut vraiment réussir à passer outre tous ces commentaires. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais je suis sûre que ça viendra. Je viens de voir le message de Camille. Merci pour ton message, Camille. Je ne l'avais pas vu. Je viens juste de découvrir vos comptes. Vous êtes très jolies, mes belles. C'est gentil, mais merci pour tous vos messages.
Et merci pour ton message, Camille. J'y travaille, mais de toute façon, l'acceptation, je crois que ça se fait pas avec un claquement de doigts. Ça se fait, parfois, ça prend des années. Après, je veux pas non plus te démoraliser aujourd'hui, ma pauvre, parce que si je te dis des années, tu vas te dire, maintenant, ça, c'est. Mais Et non, c'est ça là prend. aussi l'importance du suivi psy. Ça prend son sens aussi là-dedans. Parce que, voilà, ça passe aussi par là. Et voilà, c'est important d'avoir vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, neurologue, neurochir pour ceux qui sont implantés, psychologue. Voilà, enfin, faut pas avoir honte de voir toutes ces personnes au final parce que c'est ce qui nous permettra d'aller mieux sur le long terme et c'est super important. Tu vois, Fabienne, je ne suis pas la seule à te le dire. Et on s'est pas concerté avant. Tu vois. Non, mais je lui ai dit et je crois qu'elle est en train de cheminer vers cela. Donc, je pense que ça va le faire. Non, mais c'est pas facile. Et puis, quand on est prête aussi à l'entendre, c'est pas ça va aller. Mais moi, moi, à l'époque, j'étais pas du tout prête à l'entendre et je le faisais pas. Et puis, quand j'ai été prête, en décembre à peu près, je crois, hein, j'ai commencé à le faire. Mais j'étais complètement en décembre, pas du tout bien. Et j'ai fait un suivi psychologique. J'ai pas du tout honte de le dire. Et j'ai enfin commencé à accepter ma pathologie. Et pourtant, enfin mes pathologies en plus, c'est à l'annonce de ma deuxième pathologie aussi, hein, ça a été compliqué. Deuxième pathologie à encaisser, c'est difficile. Puis j'ai été opérée aussi de mon endométriose. C'est pas ça. Donc faut accepter. C'est pas facile. Donc ça prend du temps. Et le temps, c'est pas facile. Donc voilà, je me fais aider pour un suivi psychologique. Ben, c'est bien. Il C'est faut un pas premier. avoir, franchement. Il y en a beaucoup et je pense que de toute façon, tous les malades chroniques devraient se faire suivre psychologiquement. Je pense que c'est vraiment un basique. Donc, donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, je suis 21h54, ça va couper normalement dans 5 minutes. Ça dure 1 heure. On est dans le timing. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Non, c'est bon. Des sacrés parcours très touchants de super maman. Ben, merci Sophie. Bah, c'est bon, bah, je te remercie beaucoup Virginie. Merci de nous avoir raconté ton parcours. Est-ce qu'on a un peu honte? Merci. Mais il n'y a aucune honte. Moi, je me suis fait suivre par une psy et j'ai pas de honte et je le dis, tu es dans notre honte. Pas de honte. Ou peut-être, hein, écoute, et ça va. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie beaucoup Virginie. Merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous, merci à tous. Et de gros bisous. Bisous. Allez. Gros bisous.